d'Aix-les-Bains à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h15, l'économie autrement, c'est votre rendez-vous avec l'économie sur Radio Grand Lac tous les 15 jours le mardi. Et dans cette émission, nous passons au crible une thématique. Après l'inflation, les retraites, l'export, nous abordons aujourd'hui le business des jardineries. Après une croissance exceptionnelle du chiffre d'affaires de 11% en 2021 après le Covid, l'année 2022 a vu les ventes du secteur quasiment se stabiliser à plus 1% selon Xerxes. Qu'en sera-t-il pour 2023 ? La crise du pouvoir d'achat et l'inflation viennent jouer quelque peu les troubles faits des adeptes du jardinage. Le business est pourtant florissant. On compte en France 13 millions de jardins privés et 7 millions de terrasses et balcons. Et dans le même temps, les enseignes doivent se partager un gâteau qui progresse peu. Il existe 1600 jardineries qui se sont regroupées ces dernières années. Alors comment exister et comment peut-on exister lorsque l'on est une jardinerie indépendante en Savoie ? C'est ce que nous allons voir. Laurent Gonnet, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes dirigeant de la jardinerie au Jardin des Plantes à Vauglans. On peut le dire, c'est la pleine saison pour vous. Les géraniums, les plantes potagers, c'est le plein moment. Et effectivement, la jardinerie, le métier premier, c'est la vente de toutes ces plantes. Oui. Et en ce moment, la météo n'est pas au bon fixe. J'imagine ça peut perturber un petit peu les ventes ? Ça perturbe, mais le jardinier, il plante au mois de mai. De ce fait, il sait patienter avant de planter. Il sait planter quand c'est le moment. Et puis, aujourd'hui, les plantes sont en pot. Et un petit pot, on peut le faire attendre sur un balcon, dans un garage, un petit peu. Donc la météo n'est pas forcément un problème pour vendre en jardinerie, c'est ça ? En fait, on va s'adapter. Ouais. Alors, au Jardin des Plantes, vous êtes très visible, on peut le dire, quand on est sur la voie rapide urbaine, qu'on vient de Chambéry en direction d'Aix-les-Bains, vous êtes sur la gauche à la fin de la voie rapide. Quand on arrive d'Aix-les-Bains, qu'on va en direction de Chambéry, vous êtes plutôt sur la droite quand on entre dans la voie rapide urbaine. Et on dit souvent qu'en commerce, les trois atouts, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. C'est bon, vous avez coché les 3 cases. Alors, c'est mon père qui a coché les 3 cases. Oui. À l'origine, mon père avait des vaches, il était paysan à Vauglans, parce qu'à la base, on est du village. On vient pas en fait, on habite Vauglans, moi j'habite Sona à côté, mais à l'origine, mon père avait des vaches, et ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après avoir acheté le troupeau a réagi à la bruxellose, et il a dû se séparer de ses bêtes en quelques semaines. Et donc, à l'âge de 32 ans, il a fait ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, et donc il a appris le métier d'horticulteur. Et toutes les plantes qu'il cultivait à Vauglans, il les vendait sur les marchés. Et les marchés, ça devenait un petit peu difficile parce qu'il faut se garer, il faut amener les plantes le matin, repartir avec, et puis c'était pas le plus simple. Et l'idée était plutôt que de se déplacer vers les gens, c'était que les gens viennent à vous. Qui viennent à nous. Oui. Et donc il a mis 6 ans pour regrouper plusieurs terrains à Vauglans. Et dans ce lieu un peu particulier et très intéressant. L'entreprise a été créée quand ? Alors mon père, il est passé de l'agriculture à l'horticulture en 1962. Et la fin des marchés, parce que toutes les plantes qui étaient produites étaient vendues sur tous les marchés savoyards, on a stoppé les marchés en 1987. Et en 1988, on a créé au Jardin des Plantes. Donc vous êtes sédentarisé, entre guillemets. Exactement. Oui, c'est ça, pour prendre le terme. Alors on s'est sédentarisé à 2 titres, c'est-à-dire que on a continué à produire et à accueillir nos clients sur le lieu de production. C'est ce qui en fait un petit peu notre particularité. Donc d'un métier de paysan, d'horticulteur, vous êtes devenu aujourd'hui une jardinerie, c'est ça ? Alors, c'est une jardinerie, c'est un commerce avec la double casquette producteur-commerçant. Oui. Parce que moi, j'ai 4 salariés dans l'entreprise agricole qui s'appelle la SCEA Gonnet, Société civile d'exploitation agricole. Les serres de production sont sur le parking du magasin. Et de ce fait, j'ai une casquette aussi de chef d'entreprise et de commerçant.
On va en parler. Ouais. On va en parler un peu plus tard. Ouais. Alors, vous êtes au Jardin des Plantes, vous êtes à Vauglan, donc vraiment bien visible. Hein. Vous avez un grand parking, ce qui est important quand on est une jardinerie comme la vôtre. Qui sont vos clients aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a uniquement des particuliers ou est-ce qu'il y a aussi des chefs d'entreprise, des entreprises, des professionnels, des communes ? Beaucoup de particuliers et également des entreprises. Majoritairement les particuliers ? Oui, c'est 95%. Facile. D'accord. Et puis également, on a 84 communes en compte. Et ces communes viennent, entre guillemets, prendre ce qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs. On a une gamme tellement large et tellement vaste qu'ils viennent picorer aussi. Donc plutôt des particuliers, c'est ce que vous dites ? C'est le particulier, oui. Pour quel chiffre d'affaires ? Alors, on a terminé l'année passée à 11 millions d'euros TTC. Un chiffre d'affaires qui évolue comment ? Qui évolue. C'est-à-dire qu'on progresse en général entre 3 et 5% depuis l'origine. On a progressé de manière importante en 2021 avec l'effet Covid. Le rattrapage après Covid, c'est ça ? Oui, donc en 2021, on a fait plus 25%. Et l'année passée, on a fait moins 6%. Et globalement, si on lisse entre 2019 et 2023, on sera sur une progression bon an mal an de plus 5%. Alors, je le disais en introduction de cette émission, on a vu la reprise après le Covid. Les gens se sont défoulés, entre guillemets, ils allaient dans leur jardin, ils plantaient. Et puis après, finalement, on est revenu à une forme de stagnation des ventes. On peut dire que vous êtes dans cette tendance-là aussi ? Oui. Une forme de stagnation ? On est dans le maintien. Dans le maintien. Après, l'avantage d'une jardinerie, c'est vaste, c'est grand. Et si on a un rayon qui marche un peu moins, eh bien, on peut le faire évoluer en proposant d'autres produits. Alors justement, soyons concrets, qu'est-ce qui marche peut-être le moins chez vous ? C'est une bonne question. Ah, il faudrait 4 heures, c'est ça, pour répondre ? Non, à l'origine, la jardinerie, souvent le promoteur, c'est un horticulteur ou un pépiniériste ou un marchand de motoculteurs. Nous, à la base, on était horticulteurs et on a toujours produit et vendu des fleurs. Et la fleur, c'est le beau. Et le beau, c'est aussi ce qui va embellir une maison. Et dans la maison, il n'y a pas que des fleurs, il y a aussi la décoration. Oui. Et donc, depuis peu, on a un rayon décoration qui s'est étoffé. Et alors, on ne vend pas moins de plantes. Par contre, le rayon décoration s'est agrandi. Et beaucoup de gens me disent, oh là là, il y a un rayon déco qui est énorme, il y a beaucoup de chinoiseries. Alors, il y a des choses qui viennent peut-être du bout du monde, oui, mais il y a aussi de belles marques. Et nous, on s'adapte. Et avec peut-être une marge plus intéressante sur le rayon décoration ? Pas forcément. C'est pas ce qui nous anime, la marge. Ce qui nous anime, c'est de faire revenir le client. En tout cas, votre activité, elle est rentable aujourd'hui ? Elle est rentable. Jérôme, vous allez me demander le bénéfice. J'aimerais bien, parce que vous m'avez dit 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quel est votre bénéfice ? Alors, le bénéfice va permettre de pérenniser l'entreprise, va permettre de bien rémunérer les équipes. Pour la boutade, tous les ans, il y a le Dauphiné Libéré qui fait un classement des entreprises un petit peu qui se portent bien. Pour rien te dévoiler, on est dans les 50 entreprises les plus performantes de Savoie. D'accord, ce qui est quand même une belle performance. C'est chouette. Pour un indépendant. C'est chouette, mais je m'en fous. Mais oui, c'est une belle performance parce que c'est beaucoup d'efforts. Combien de salariés ? On est 50 en période creuse, et puis là, en période forte, on est 67, 68. Et pour continuer de parler de ce bénéfice, de cette rentabilité, avec un chiffre d'affaires qui est un peu en dents de scie, qui est pas forcément en très grande progression si on le regarde à l'échelle de plusieurs années, c'est facile, c'est aisé de pouvoir conserver sa marge et sa rentabilité, ou est-ce que c'est quand même un travail du quotidien ? On passe sa journée devant les tableurs Excel comme peut le faire une grande surface ? Alors, un tableur Excel, j'ai fait une formation il y a 14 ans, je sais toujours pas comment ça marche. D'accord. Moi, je suis pas un homme de chiffres. Le chiffre d'affaires de la semaine, je ne le connais pas, et le chiffre du mois, en toute sincérité, le chiffre du mois de mai, je l'ai pas en tête. Et le matin, je me lève pas avec des chiffres à faire. Mes équipes, on n'est pas là-dedans. Moi, ce que je sais, c'est que je travaille un dimanche sur 2 comme mes équipes. Et ce qui me préoccupe, c'est d'être au contact des gens
pour savoir ce qui... c'était quoi ta question déjà, Jérôme? La question, c'est est-ce que la rentabilité baisse au fur et à mesure des années? Non, la rentabilité ne baisse pas, on la maintient. D'accord. Et il faut pas la baisser, la rentabilité. Donc on va se mettre on va se mettre en quête de toujours maintenir cette rentabilité. Que s'il y a une baisse de rentabilité, ça risque de nous affaiblir. Et quand on est chef d'entreprise, on peut pas se permettre d'être affaibli. Exactement. Et c'est d'où ma question de tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des produits qui sont peut-être moins rentables ou qui font peut-être moins de ventes, moins de marge peut-être? Alors, depuis quelques temps, on a un rayon mobilier de jardin qui est assez important avec des tables, des chaises, des canapés, des parasols, des barbecues et des planchas, etc. Ce sont beaucoup de marques nationales, des marques voire mondiales où les prix, c'est pas nous qui les décidons. Et d'abord, c'est ni le fournisseur qui va imposer un prix, c'est le concurrent. Malgré tout, pour être dans les prix de marché, eh bien, on va faire de la veille, on va regarder à quel prix se vendent les articles, soit physiquement en allant à la concurrence, mais aujourd'hui, ça je le fais de moins en moins, on va sur Internet voir les prix. En tout cas, vous n'avez pas répondu à ma question directement, mais peut-être qu'il n'y a pas une réponse toute faite, peut-être qu'il n'y a pas des produits qui se vendent peut-être moins que d'autres. Est-ce qu'on peut donner une indiscrétion quand même? Non, c'est pas compliqué. Comme on vend toujours beaucoup de plantes, on vend beaucoup d'oliviers, on vend beaucoup de palmiers, on vend beaucoup de géraniums. Quoique les géraniums, il y a un effet de mode. Les gens vont planter des plantes peut-être plus exotiques. On va vendre des frangipaniers, on va vendre des plantes un peu moins basiques que le géranium. Après, on a aussi, il y a les modes, mais il y a aussi la météo. On a eu une année très chaude l'année passée. Les gens au quotidien nous disent, est-ce que ça résiste au sec? Et si je l'arrose moins, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va s'orienter. Et donc, les produits, ils changent, même si fondamentalement, on change pas les plantes tous les ans, on les fait évoluer. Il faut plus de références. Il faut plus de références. Aujourd'hui, on a 80 000 références, alors qu'une jardinerie, on a 40 000. Oui. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que les clients choisissent. Et on veut pas choisir pour nos clients. Souvent, ce sont les centres de profit qui vont faire qu'on va vendre ce qui va rapporter au magasin. On en parlera d'ailleurs dans quelques instants, mais auparavant, on parlait peut-être des produits qui se vendaient peut-être le moins, peut-être que on va peut-être trouver ça dans le rayon peut-être de décoration ou en fait, il y a des modes. Il y a des modes. Là, mars-avril, il a beaucoup plu, on a vendu moins de parasols et moins de bains de soleil pour mettre au bord des piscines, mais c'est normal. Là, il y a la mode des pergolas bioclimatiques. Par chance, on a un produit qui est efficace, qui a un bon rapport qui a été pris, eh bien, ce produit va supplanter en partie les parasols déportés. Alors, inversement, est-ce qu'il y a des best-sellers? Est-ce qu'il y a un produit qui se vend toujours, tout le temps, chaque année? Le géranium, par exemple, en ce moment. Le géranium, valeur sûre. Le géranium, on en vend beaucoup, on en produit beaucoup, mais on en vend moitié moins qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que par rapport à la sécheresse, les clients vont préférer le Dipladenia, qui est une plante qui va en plein soleil et qui demande moins d'eau. Donc ça, c'est une tendance et elle va se conserver, je veux dire, ça ne changera plus. C'est dans les habitudes. En début de saison, on se dit, oh là là, avec ce qui s'est passé l'année passée, est-ce que les gens vont fleurir pareil? Et puis j'ai Karine, ma responsable du secteur, qui me dit, écoute Laurent, les fleurs, pour certaines personnes, c'est juste vital. On peut pas se passer de fleurs. 80% de la production, c'est ça, en haute saison, est faite sur place? Exactement. Dans les serres, on a 4 personnes qui produisent. On va cultiver 400 000 plantes avec plus de 500 variétés. En tomates, on en fait 60 variétés différentes, des hybrides, mais on fait aussi des tomates avec ce qu'on appelle des semences fermières, ou en fait des semences que les gens pourront ressemer. Il faut savoir qu'il y a un hybride, on peut pas ressemer. Parce que la graine... On peut récupérer les graines sur son plan pour l'année prochaine. Exactement. Et donc on fait ça, on va faire aussi... donc au printemps, oui, 80% de ce que l'on présente, ça sort de nos serres. Alors au printemps et à l'automne. Sur la période de la Toussaint, toutes les cyclamènes, tous les chrysanthèmes, toutes les pensées et toutes les primes verts, ça sort de nos serres. Et le reste vient d'où? Alors ça vient de partout.
Par exemple, il y a des pays ou des régions qui sont spécialisées. Alors, les citronniers, je les prends en Sicile. Les fleurs coupées viennent de Hollande et un peu de France, mais c'est beaucoup la Hollande. Sur Albenga et San Remo, on va prendre des cactus. Mes oliviers et les palmiers, je les prends à Elche, c'est près de Alicante. Et puis en Belgique, on va prendre les buis. Mais bon, le buis a moins le vent en poupe. Et quand on s'appelle au Jardin des Plantes, qu'on est une jardinerie indépendante et qu'on est face à ses concurrents qui sont peut-être des franchises, est-ce qu'on négocie différemment avec les fournisseurs ? Est-ce qu'on est sur un pied d'égalité ? J'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que on est aussi légitime qu'un grand groupe. Parce que quand on est face à un producteur, ce qui est important, c'est l'échange. Et on voit vite à qui on a affaire. Quand un producteur a affaire à un producteur, on va parler de choses qui nous animent, alors qu'un grand groupe, quand il va venir discuter pour acheter 5000 palmiers ou 5 millions de géraniums... Il va parler chiffres. Il va parler chiffres, et un producteur, c'est pas ce qui l'anime. Alors vous êtes dans un contexte, on l'a dit, très concurrentiel, hein, rien qu'autour de vous, dans un rayon de 10, 15, 20, 30 kilomètres, il y a énormément de jardineries qui ne sont pas indépendantes d'ailleurs. C'est quoi la différence avec ces gens-là ? Elles peuvent être indépendantes, mais franchisées, donc appuyées à des chaînes nationales. Elles peuvent être intégrées, c'est-à-dire que elles sont pas indépendantes, elles appartiennent à des grands groupes. Et puis, bien sûr, il y a des groupes... Aujourd'hui, ça se massifie, c'est énorme. Mais en fait, on tire notre épingle du jeu parce que on achète en grosse quantité. On achète en grosse quantité et on n'a pas ce qu'on appelle de rupture de charge. Imaginons un achat de poterie ou de terreau. La poterie, elle vient d'Espagne ou d'Italie. Eh bien, je vais faire un semi-remorque de 24 palettes. Ça partira de la poterie jusque dans ma cour. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de stockage et il y a très peu de logistique. Il n'y a pas de centrale d'achat. Il n'y a pas de centrale d'achat. C'est vous, entre guillemets, qui faites tout. Je fais tout. Alors, ça prend du temps, mais c'est ce qui anime. Et un grand groupe, qu'est-ce qui va se passer ? Il va négocier 50 ou 100 camions. Une grande enseigne de jardinage telle qu'on peut la connaître. Hein. Oui. Eh bien, eux vont livrer des plateformes et ces plateformes vont relivrer les magasins. Ouais. Et le coût du dispatching, c'est entre 15 et 30%. Du prix de vente. Oui, carrément. Donc on augmente le prix de vente. Alors, comme ils vont négocier beaucoup de quantités, ils vont s'y retrouver. Mais nous, comme il n'y a pas de rupture de charge, comme le camion ou le container vient directement, en fait, on arrive à se placer. Il y a combien de jardineries indépendantes en France ? J'ai envie de dire une cinquantaine. Une cinquantaine, et vous en faites partie. Oui. Et face à l'omniprésence de franchises, comment on arrive à lutter au quotidien ? Est-ce qu'on reçoit des coups de fil, par exemple, de franchises qui vous disent « Tiens, j'aimerais bien racheter votre jardinerie ». Ça arrive de manière hebdomadaire. Hebdomadaire, toutes les semaines. On vous fait des propositions de rachat de votre jardinerie. Oui. Et vous répondez quoi ? Je réponds pas parce que je suis jeune, j'ai 53 ans, et puis j'ai 3 enfants. Et dans la vie, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on se lève le matin. Et le grand mot à la mode, c'est le sens. Moi, quand je me lève, que je viens au magasin, qu'il y a des équipes qui sont bien à leurs affaires, qui ont sourire, quand on vend des plantes qu'on a cultivées, quand on vend des plants potagers où les gens vont se nourrir, quand on vend des fleurs qui vont égayer le sourire de nos clients, je trouve ça chouette. 18h34 sur Radio Grand Lac, c'est l'économie autrement et on est avec Laurent Gonnet, le dirigeant de la jardinerie au Jardin des Plantes. Juste après la pause, on va se demander comment on fait pour faire tourner une jardinerie toute l'année. À tout de suite. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 18h38 sur Radio Grand Lac, c'est l'économie autrement. Et aujourd'hui, on parle du business des jardineries. Dans une première partie, on a présenté notre invité qui est au Jardin des Plantes avec Laurent Gonnet. Dans cette deuxième partie, on va se demander comment on arrive à faire vivre une jardinerie toute l'année.
Laurent Gonnet est toujours avec nous, donc le dirigeant de Haut Jardin des Plantes à Vaugland, très visible comme établissement quand on est sur la voie rapide urbaine, quand on vient d'Aix-les-Bains pour arriver sur Chambéry, on est sur la droite, et puis quand on vient de Chambéry pour aller sur Aix-les-Bains, c'est à la fin de la voie rapide sur la gauche. On a parlé effectivement dans cette première partie de comment on arrive un petit peu à gérer une jardinerie. On va aller un peu plus dans le détail, Laurent Gonnet, si vous en êtes d'accord, et on va se demander tout d'abord, comment on arrive à faire tourner à l'année une jardinerie? Parce que un horticulteur, il va vendre beaucoup de plantes au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin. Le reste de l'année, ça va être un petit peu plus compliqué. Est-ce que c'est pareil chez vous? Tout l'art, c'est de désaisonnaliser. Alors, c'est un mot qui est pas facile à dire. Oui, même en radio. Parce que les charges sont là toute l'année. Les charges de personnel, les charges liées au courant, à la lumière, au gaz. Et notre métier, j'ai fait le calcul, si on vendait que des plantes, les personnes viendraient chez nous que 5 fois par an. En mars, au printemps, à la fête des mères, à la Toussaint pour le chrysanthème, et puis au sapin de Noël. Et il a fallu trouver un produit qui fasse venir les gens toute l'année. Et il y a 20 ans, on a trouvé l'animalerie, parce que un chien ou un chat, il faut l'alimenter, et l'idée était de dire, il faut un sac par mois pour l'animal, donc le client, on va le faire venir une fois par mois, donc 12 fois par an. Donc vous ne vendez pas que des plantes, vous vendez aussi des produits d'animalerie. Alors oui, on est une jardinerie animalerie. Alors il y a des jardineries qui vendent beaucoup d'animalerie. Nous, on en fait parce que on l'a fait par la force des choses et ça fonctionne bien. C'est quel pourcentage de vente à peu près? C'est 17%, Jérôme. Ah, c'est très précis. C'est très précis, mais la plupart du temps, les jardineries montent à 25 voire 30%. Nous, on a préféré augmenter la partie décoration, que je trouve... je ne veux pas dire que l'animalerie, c'est moins sympa, mais la déco, on va avoir une clientèle qui est différente. Coup de cœur. Plus coup de cœur, oui. Et puis, c'est plus varié. Et puis, le mobilier de jardin, c'est aussi... c'est le chiffre d'affaires de l'animalerie, parce qu'on va se rapprocher du jardin. Il y a une loi qui est passée au 1er janvier 2024. Les jardineries n'auront plus le droit de vendre des chiots, enfin des chiens et des chats. Vous êtes concernés? Alors, nous, les chiens et les chiots, on n'en a jamais vendu. Et les chats, oui. Les chats et les chiens, on n'en a jamais vendu directement. Il y a très longtemps, on faisait venir des éleveurs. Voilà, ça fait au moins 15 ans qu'on ne le fait plus. Oui, mais il est possible qu'un jour, on ne puisse plus vendre de lapins, de cobayes, d'hamsters. C'est une bonne idée ou pas? Une bonne idée. En toute sincérité, je ne pense pas. Parce qu'on est des lieux qui sont visibles. On est visité par les DSV. Nous avons été une des premières jardineries de France. C'était labellisé pour l'animalerie. Avec des chartes et des process dans tous les sens. C'est drastique, comment on est organisé. Donc demain, si on vend plus de lapins, plus de hamsters, ça sera vendu sous le manteau, ça sera vendu par des gens peut-être moins scrupuleux, avec des maladies, des virus, alors que nous, on a des passages des vétérinaires très régulièrement. Une bonne chose? Non, je pense pas. Par contre, les croquettes, elles ne viennent pas forcément de Savoie. On a chez vous des marques de croquettes qu'on peut trouver dans n'importe quelle jardinerie, voire même dans n'importe quelle grande surface. C'est à peu près les mêmes croquettes un peu partout. Alors, j'ai envie de dire, des marques nationales, oui, on les fait aussi, mais on vend du premium. C'est-à-dire que dans des marques de grande surface, on va plutôt avoir un prix, et pour avoir un prix, dans la croquette pour chien, on va y mettre des céréales, donc du blé et du maïs. Jusqu'à preuve du contraire, un chien, ça se nourrit pas de blé ni de maïs. Donc nous, on aura beaucoup de mélanges avec de la viande, certains mélanges avec des céréales, mais on va le stipuler, on va le dire, on va dire aux gens, écoutez, privilégiez des croquettes à base de viande. Des croquettes de qualité, plus chères. Alors, le prix, on l'entend au quotidien, vous êtes cher. Oui. C'est ce que cherchent les gens aujourd'hui, d'autant plus en période d'inflation. Un sac Louis Vuitton, c'est cher, mais c'est beau. Je n'en ai pas. Vous voyez, je parle très peu de marques, mais j'aime bien citer Louis Vuitton. En fait,
Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce qu'on veut de la qualité? Est-ce qu'on veut que nos chiens aient un bon transit? Est-ce qu'on veut que nos chiens aient un poil brillant? Le problème, c'est en fait, tout ce qu'il y a chez nous, ça se trouve en grande surface. Une orchidée, du terreau, de la poterie, des croquettes pour chiens, des plants de tomates. Tout ce que l'on vend, c'est en grande surface. À la différence près, c'est que on va vous apporter un produit 7 jours sur 7 avec un conseil, avec un produit de qualité. C'est comme nous, on peut s'alimenter avec des produits de marque, et puis pas forcément bien, mais généralement une marque, c'est un peu mieux. Et puis on va aussi s'alimenter avec des produits, on sait que c'est moins bien, mais on n'a pas les moyens. Alors ça peut être que passager. Eh bien, pour les animaux, c'est pareil. Alors, on va prendre l'exemple de l'orchidée, puisque vous parliez de l'orchidée il y a quelques instants. On sait qu'une orchidée en grande surface, on peut la trouver à 3, 4, 5 euros. Oui. Chez vous, on va la trouver à 10, 15, Exactement. 20 euros. Les gens se disent, ils se font de l'argent sur les orchidées. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, l'orchidée, vous avez des variétés et des couleurs. Vous avez, les plus connues sont les blanches, les roses et les violettes. Eh bien, nous, on va avoir des coloris bien spécifiques. Quand j'ai ma sœur Danielle qui monte en Hollande en mars et en octobre au salon Trade Fair, elle va voir les dernières nouveautés. On a des orchidées Paphiopedilum qui ont des yeux qui sont mouchetés. Eh bien, on va vous sortir, entre guillemets, de notre chapeau, les dernières nouveautés. On va avoir des tiges avec des boutons, avec des orchidées qui vont durer 2 mois. Et puis, il y a des orchidées avec 1 tige, 2 tiges, 3 tiges, 4 tiges. Et on achète, nous, les orchidées avec un nombre de fleurons. C'est-à-dire que sur une tige, on peut avoir du 8 à 9 fleurs ou du 3 à 4 fleurs. Ce que vous voulez dire, c'est que vous les achetez plus cher. Alors, on les paye plus cher, mais pas forcément. On paye plus cher si on veut de la qualité, mais si on veut la qualité qui se trouve en grande distribution, on peut être au même prix. Mais nos clients, ils veulent ce qu'il n'y a pas en grande surface. Ils veulent pas forcément de la blanche avec 3 fleurs. Donc vous n'achetez pas les mêmes orchidées au même fournisseur, c'est ce que vous êtes en train de dire. Nous, on va acheter chez le producteur et des choses différentes. Donc vous faites des plantes, vous faites aussi de l'animalerie, on l'a dit, vous faites aussi de la décoration. Est-ce que la décoration aujourd'hui, c'est un rayon qui permet de combler les périodes un petit peu creuses quand on n'achète pas forcément des plantes? Exactement. Moi, mon père qui cultivait des fleurs et pas du plant potager à la base, parce qu'il aimait les fleurs. Les fleurs, c'est pour s'offrir ou à offrir. Et avec les années, quand on est invité avant, on amenait un bouquet de fleurs, on amenait un bégonia, un lys, un gloxinia, une plante. Aujourd'hui, c'est souvent qu'on peut amener une bouteille de vin, une boîte de chocolat, et puis une fois qu'on a offert tout ça, on aimerait offrir autre chose. Et bien souvent, on peut offrir une belle bougie, un beau saladier, un vase. Et on trouve tout ça chez vous? Et oui, parce que comme on vend moins de plantes à offrir, si on voulait pérenniser nos emplois et maintenir le chiffre d'affaires, il a fallu proposer autre chose. Et comment on explique que les plantes se vendent moins qu'avant? Ça vient de quoi, ça? C'est un petit peu normal, il y a des effets de mode. Et puis, des fois, un bouquet de roses qui va coûter une vingtaine d'euros pour durer 8 jours, eh bien, pour 20 euros, on peut s'offrir une belle orchidée qui va durer 2 mois. Et puis, on peut se rendre compte qu'on peut avoir un beau vase pour 20 euros, qui, lui, va durer 1 an ou plus. Et j'imagine que l'été, juillet, août, on est content d'avoir le rayon animalerie et le rayon décoration? Exactement, parce que là, on va désaisonnaliser. Parce que l'été, on va à la plage, et puis on en profite aussi pour fermer le dimanche l'été, pour que nos équipes puissent aussi se reposer. Alors, qu'il y ait des périodes où il y ait moins de monde, moins de fréquentation, c'est gênant et pas gênant à la fois, parce que ça nous permet de faire souffler aussi nos clients pour qu'ils reviennent mieux à l'automne, mais aussi de faire souffler nos équipes. Et on arrive financièrement à trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on arrive à rémunérer son personnel avec l'argent qu'on a gagné durant les bonnes périodes, c'est ça? On arrive à trouver un équilibre global à l'année? Eh bien, c'est aussi la gestion d'une entreprise en bon père de famille. On va aussi, on fait appel à des emplois saisonniers, c'est-à-dire qu'au printemps, là, on a fait appel à une 15aine de personnes au rayon des plantes, en production et au niveau des caisses. Et puis, à la mi-juin, eh bien, on sera en effectif un peu plus réduit.
Donc on va un peu baisser la voilure. Et on peut aussi signaler, c'est que on a mis en place l'annualisation du temps de travail. C'est-à-dire que en période forte, on a certains de nos collaborateurs qui vont travailler 45 heures pendant plusieurs semaines, et pendant l'été ou pendant l'hiver, ils seront en repos. Et on parlera du personnel dans la troisième partie. Avant ça, j'avais envie de vous parler de l'inflation. C'est en ce moment l'actualité, plus 6% environ d'inflation. Comment on est impacté quand on est une jardinerie comme la vôtre? On a entendu beaucoup parler des boulangers qui nous disent moi je suis obligé d'augmenter la baguette de pain de 10-15 centimes. On a beaucoup parlé des chocolats pour Pâques. On a dit oui, je vais être obligé de réduire un peu le grammage pour pas trop augmenter le prix. Vous, on fait comment? On réduit la taille des pots, on met moins de terre dans les pots, on vend des plantes de moins grosse taille. Comment on fait? C'est quoi la parade? C'est une bonne question, Jérôme. Oui, et vous devez y répondre en direct, ou alors vous avez plusieurs heures, non? Alors, non, je vais être concis et sincère. Au niveau de la production, cette année, nous n'avons pas augmenté le prix de nos plantes. Pas un centime. Nous avons le prix de 2022. Les plants de tomates sont toujours à 1 euro le plan. Les pots de 10 cm sont toujours à 3,50 euros. Ce que je dis là, c'est pas pour faire de la pub. C'est juste parce que tu me poses la question, je te réponds. On n'a pas augmenté les prix de la production. Parce que il y a des limites à pas dépasser. C'est-à-dire que c'est facile d'augmenter un tarif. C'est très facile. Le client, il peut ou pas s'en rendre compte. Mais ce que l'on sait, c'est que des fois, il y a des prix psychologiques et on ne saura pas on saura pas dire est-ce que c'est cher ou pas cher. On dit psychologiquement, non. Là, je me permets pas. Et le fait d'augmenter des fois de 5 ou 10%, on passe à un seuil psychologique et la vente est cassée. Oui, mais là, je pose la question au chef d'entreprise. Comment on s'y retrouve quand on fait face à une augmentation du prix des matières premières, des pots de plastique, de la terre, et qu'en face, on vend au même prix? On trouve où l'argent? Alors, je parle de l'aspect production, on n'a pas augmenté. Et malheureusement, tous les produits manufacturés, le terreau, la poterie, les engrais, les sabots, les salons de jardin, eux ont augmenté. Et là, on passe les hausses. On passe les hausses parce qu'on n'a pas le choix. On passe les hausses. Donc c'est un équilibre global à trouver sur l'ensemble des produits de la jardinerie. On va acheter en grosse quantité. On va faire des pré-saisons, c'est-à-dire que dès le mois d'octobre, dès le mois de novembre, je vous donne un exemple, c'est Weber qui nous vend des barbecues. Quand on a vu les hausses qu'ils nous appliquaient, on se dit ça va être très, très, très difficile à faire passer la pilule. C'est-à-dire, hausse très importante? C'est 20 points, 20%. C'est 20%. Ce qu'on a fait, on a acheté un lot qu'ils appellent en damage. En fait, il y a beaucoup de grandes surfaces, beaucoup de magasins spécialisés. Dès que le carton est abîmé, ils refusent. Eh bien, j'ai acheté 40 palettes en damage. C'est-à-dire que moi, je sais vendre un produit, mes équipes savent expliquer le produit, et on pourra dire que le carton, oui, il est pas beau, mais le produit, il est intact. Oui, parce que c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le produit qui est dans le carton a une petite écorchure ou quelque chose? Non, il est intact. Et si le produit était abîmé, on changerait. Donc ça veut dire que vos concurrents refusent des produits juste parce que le carton n'est pas beau? Bien évidemment. Vous allez dans un magasin. D'abord, l'exemple, Jérôme, tu vas dans ton supermarché préféré, tu vas au rayon yaourt et tu prends ton pack de 6 yaourts et tu as un yaourt qui est l'angle de ton pot de yaourt, il est enfoncé. Parce qu'il est tombé par terre. Oui, tu fais quoi? On va prendre un qui n'est pas bosselé. C'est ça. C'est normal, c'est humain. Et nous, on va expliquer. Écoutez. Oui, mais ça, le client ne le voit pas, parce que le client, il voit le produit déballé, il voit pas le produit emballé dans son carton. Quand on va livrer le carton, on voit que le carton est abîmé. Et il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, ce sont des manières de ce que j'appelle respecter le client. Et oui, bien sûr qu'il y a des hausses. Bien sûr qu'il y a des hausses. Il y a des hausses dans les croquettes. Il y a la première marque nationale parce que le problème aujourd'hui, les marques, Royal Canin, ça appartient à Mars, c'est un groupe américain. Ça appartient à tous des groupes. Les croquettes Pro Plan, ça appartient à Nestlé. C'est comment dire,
on est dépendant de ces groupes et ils font passer des hausses. Et donc, on a créé aussi nos propres marques. Et est-ce que vous vous adaptez, par exemple, en faisant comme font des grandes surfaces aujourd'hui, en communiquant sur un panier anti-inflation? Non. Est-ce que vous faites un panier anti-inflation avec des plantes peut-être moins chères? Non, les gens chez nous, ils choisissent. Je prends le géranium, on va proposer 6 tailles de géranium. Le plant potager, il y a des barquettes de 6. Les gens vont pouvoir prendre un plan de la barquette de 6 parce qu'on ne force pas les gens. S'ils veulent un plan à 1 euro, ils prennent un plan à 1 euro. Et la tomate, on va la proposer en 3 tailles. Pour tous les budgets. Il y en a pour tous les budgets. On va parler du rayon de Noël avant de marquer la deuxième pause dans cette émission, parce que on a parlé de décoration. Noël, bien évidemment, c'est un grand moment pour une jardinerie comme la vôtre. Est-ce que néanmoins, ça génère derrière du chiffre d'affaires? Parce qu'on a le sentiment que oui, ça draine du monde, ça draine du flux, comme on dit dans le commerce, mais est-ce que derrière, ça génère vraiment des ventes? Noël, c'est une personne à l'année qui fait que ça. En janvier, elle fait l'inventaire du stock de la saison passée. On va sur les salons, on fait nos achats. Elle rentre, elle confirme ses commandes, elle fait le plan. Donc là, le plan pour l'automne, dans quelques mois, le plan est fait. On reçoit la marchandise au mois d'août, ce qui correspond à environ 200 palettes. 200 palettes pour Noël. Pour Noël, les boules, les guirlandes, l'électrique, les sapins artificiels. Et vous recommandez chaque année? On recommande chaque année. Il n'y a pas de stock? Il n'y a pas de stock. Il y a beaucoup de stock. Oui, j'imagine. À l'achat. Et donc, on reçoit la marchandise, on la trie par couleur. Une fois que c'est trié par couleur, le thème blanc, le thème argent, le thème rouge, etc., eh bien, on va ensuite, sur septembre, monter les structures. Octobre, mettre les produits pour ouvrir le marché de Noël le 25 octobre. Et pourquoi les jardineries, d'une manière générale, réduisent la taille du rayon de Noël? Parce que il faut 10 personnes pendant 2 mois, septembre-octobre, pour monter les décors, mettre les produits. Il faut ensuite que 2 mois pour les vendre. En fait, c'est générateur de main-d'œuvre, c'est générateur de coûts, c'est générateur de stock. Il y a un stock final qui est important à la fin, qui oscille entre 15 et 20% du stock acheté. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas très rentable, mais il faut le faire parce que les clients l'attendent. Alors, à notre niveau, c'est rentable parce que c'est un chiffre qui est très important. On s'y retrouve parce qu'on vend beaucoup de volume. Quand vous dites c'est important, c'est quelle part de votre chiffre d'affaires à l'année vous arrivez à l'estimer? C'est une bonne remarque. Est-ce que c'est 10%? Non, 7%. 7%. Donc le rayon de Noël, ça représente 7% de votre chiffre d'affaires à l'année? Oui. Il est important. Et puis, c'est un rayon qui va drainer beaucoup de monde, qui va attirer, et donc qui va irriguer tous les secteurs. Et vous positionnez comment par rapport aux autres enseignes? Vous savez à peu près? Alors, 7%, c'est beaucoup, pas beaucoup? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors, ce qui est intéressant par rapport à notre concurrence, on a différents types de concurrents. Il y a la concurrence frontale, qui va être la jardinerie. Mhm. Et aujourd'hui, on va avoir des concurrents spécialisés. Par exemple, en décoration, il y a des grandes enseignes de la déco qui seront là. Qu'on peut trouver à Champ-Nord. On peut trouver à Champ-Nord, Maison du Monde, Casa, etc. Voilà, pour les citer. On peut les citer. On va avoir des concurrents sur le mobilier de plein air qui vont faire que ça. On va avoir des concurrents qui font que de l'animalerie. Et donc, la concurrence, elle est multiple. Et on va, dans la troisième partie de cette émission, se demander si Internet vient un petit peu bousculer le modèle économique des jardineries et notamment d'une jardinerie indépendante. On va en parler juste après la pause à 18h57. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. L'économie autrement, c'est facile et à la portée de tous. Avec Jérôme sur Radio Grand Lac. 19h sur Radio Grand Lac, l'économie autrement, troisième et dernière partie. Et on parle de business des jardineries avec Laurent Gonnet, le dirigeant de Au Jardin des Plantes. Laurent Gonnet, on va parler de e-commerce et d'internet dans cette troisième partie. Parce que oui, vous n'êtes pas un site e-commerce, vous ne vendez des plantes que dans votre magasin. Exactement. Il y a une vingtaine d'années, comme tout le monde, on a fait un site vitrine. C'était la mode. Après, on a voulu essayer le e-commerce.
Et la difficulté du métier, c'est qu'un arbre ou une plante, dans l'enveloppe, ça rentre pas, ça dépasse. Ou si ça rentre, c'est que la plante est toute petite. Alors, on a essayé de faire des ventes à distance. C'était très compliqué. Pendant le Covid ? Non, il y a 20 ans de ça. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de produits, il y a beaucoup de références, et ce qu'il faut pour que ça fonctionne, c'est uniformiser et avoir peu de produits et avoir standardisé des cartons et des emballages. Donc, ça n'allait pas. Après ce premier site, on a arrêté, on a recommencé avec un autre site de e-commerce. On passait notre temps à rembourser les gens parce que le pot était cassé. L'article qu'on prenait en rayon, souvent, il était poussiéreux ou rayé. Et c'était pas agréable du tout. Pour l'image, ça n'était pas bon. Non, c'était pas bon. Après, on est reparti avec un site de vitrine. L'idée était de dire, je me renseigne sur un site. Si je vois qu'il y a le produit, je vais en magasin. Et pendant le Covid, on a fait un site e-commerce en drive. On a tenté le drive et c'est pas simple du tout. En fait, notre modèle économique, le but du jeu, c'est de ne pas vendre en livrant. Parce que on a un magasin avec de la vente en compulsion ou d'impulsion. Vous, ce que vous voulez, c'est que le client vienne. Oui. C'est dur à entendre, mais si vous voulez un sac de croquettes, nous, tout l'enjeu, c'est de vous faire dépenser beaucoup d'argent sur le trajet de votre sac de croquettes. En vous vendant un Saint-Paulia, un pied de basilic, un petit pain d'épices éventuellement, et un cactus peut-être. Mais vous allez me dire que je me fais l'avocat de vos concurrents. Vos concurrents, eux, ils sont sur Internet. Et ils ont le droit de le faire. Mais c'est pas rentable. En fait, les sites... Vous nous dites que être sur Internet et faire du e-commerce pour une jardinerie, ça n'est pas rentable. Ça gagnera de l'argent un jour peut-être, oui. Mais pas aujourd'hui. Non. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le prix d'un article, il est décidé par le concurrent. Un article a un code barre, on va comparer. Et souvent, Internet, c'est ce qu'on appelle le mal nécessaire. Comme le concurrent est sur Internet, on va le faire aussi. Vous comprenez, moi j'ai 1000 magasins, je ne peux pas me permettre de ne pas y être, moi j'ai 300 magasins et blablabla. En fait, c'est une course à l'échalote qui amène aucune rentabilité. C'est-à-dire que si je cherche votre jardinerie sur Internet, sur une plateforme e-commerce, je ne la trouverai pas. Alors, vous trouverez Au Jardin des Plantes sur Internet avec un beau site vitrine qui vous rapportera sur mon site marchand qui sera un drive. Ça veut dire qu'on va préparer votre commande et malheureusement, on va vous obliger à vous déplacer et à venir chez nous le chercher. Mais par contre, vous ne faites pas comme les autres, c'est-à-dire on ne peut pas cliquer sur Internet, passer sa commande, recevoir le colis à domicile. On vend beaucoup de pondéreux, on vend des sacs qui sont lourds, des sacs qui ont peu de valeur, des choses qui sont volumineuses, qui coûteraient très cher à livrer. Une table de jardin, c'est facile d'en livrer 10, mais en livrer une, c'est l'enfer. Livrer 4 chaises, c'est l'enfer. Un parasol qui va faire 2,40 m, on est hors norme des messageries, ça coûte très cher. Donc par exemple, un client qui veut un olivier qui a plusieurs centaines d'années, qui a un gros volume, il doit venir en jardinerie, vous dire je le veux, et là vous pouvez lui livrer. Alors, on va prendre des photos, on va lui envoyer. S'il habite loin, on va se renseigner nous auprès d'un transporteur, on va le mettre sur une palette et on le mettra au transporteur. Mais c'est ponctuel, c'est pas tout le temps. Oui, pour nous, c'est pas une fin en soi que de faire l'expédition. Et puis, il faut savoir que le métier d'Internet, de la vente, il n'y a rien de drôle. Ce sont des gens qui sont dans des entrepôts, qui ne voient pas le soleil, qui du soir au matin mettent des produits dans des cartons, qui mettent du scotch autour d'un carton, qui mettent sur une palette. C'est pas Jojo, hein. En préparant cette émission, en coulisses, vous m'avez dit, je cite, je suis contre Amazon. Vous confirmez ? Alors ça, c'est mon côté un petit peu réac, vieux con de Vauglan. En fait, les nouvelles technologies, c'est bien si c'est vertueux pour l'homme et qu'à la fin, tout le monde y gagne. Mais je pense que les nouvelles technologies, oui, ça va vite, oui, on a le produit le lendemain, mais en termes de virtuosité, je cherche à voir comment on faisait avant. En fait, je pense que ça amène des services, certes, mais
Pour gagner quoi ? Un peu de temps, gagner un peu d'argent, certes tout de suite, mais globalement, ce sont des produits qui vont venir de loin. Moi, je paye beaucoup d'impôts parce que, comme tu l'as dit, Jérôme, je gagne beaucoup d'argent, mais je suis content de payer des impôts parce que ça finance les routes de mon département, ça paye les hôpitaux, ça paye les crèches, ça paye les écoles. Et chaque fois, on me dit, vous êtes cher. Comparons ce qui est comparable. Moi, 100% de mes impôts vont à la collectivité locale. Et ça commence à faire de me dire, vous êtes cher. En fait, la gamme de mes salons de jardin, c'est tout en aluminium, c'est recyclable à vie et à l'infini. Pas de plastique. Je ne vends pas de bouée, je ne vends pas de spa gonflable, je ne vends pas de métal qui va rouiller. Parce qu'en fait, oui, il y a moins cher, mais pourquoi faire ? Alors, là, on parlait de e-commerce, effectivement, on disait que pour l'instant, en tout cas, tant que vous serez dirigeant, il n'y aura pas de vente sur Internet, vous confirmez ? Non, faut pas dire ça. Peut-être un jour. Faut jamais dire jamais. Faut jamais dire jamais. D'abord, c'est pas rentable. Et ça, Comment on trouve la parade, c'est ça ? Je vais vous donner l'exemple d'un site qui s'appelle OO Garden. Oui, qui est en redressement judiciaire. C'est pas la bière OO Garden, mais ça se prononce pareil. Le gars, il a monté sa boîte il y a 14 ans. Il y a 14 ans, il faisait 0 chiffre d'affaires. C'est la palissade. Au 31 décembre 2022, il a terminé à 100 millions d'euros TTC de chiffre d'affaires et ça gagne pas d'argent. Et ben moi je me dis, quelle énergie pour en arriver là et être en redressement. Mais malgré tout, vous êtes présent quand même beaucoup sur Internet. Vous avez un site vitrine, vous avez des réseaux sociaux qui sont largement alimentés par du contenu. Ça, on arrive à le quantifier en termes de chiffre d'affaires potentiel que ça peut générer ? Non, impossible. Et ce qui est difficile, moi quand j'échange avec d'autres dirigeants d'entreprise, il fallait être sur Internet, il fallait investir, alors en argent, et il y a quelque chose qu'on sous-estime, c'est le temps pour animer, pour être à la page et pour répondre aux questions sur les réseaux sociaux, le Facebook, les Insta. Oui, parce que les gens, ils veulent une réponse immédiatement. C'est extrêmement simple. Un salarié, dans une jardinerie, il faut qu'il fasse 200 000 euros de chiffre d'affaires pour qu'on puisse le payer. Donc moi, quelqu'un qui est à la com, il faut que je fasse 150 000 euros de chiffre. Eh bien, pour faire du contenu, il en faut du chiffre d'affaires. Oui. En fait, on sait ce qui va nous coûter. Un site, c'est 20 000 balles. Nourrir le site, c'est 150 000 balles. 150 000 euros de chiffre pour payer la personne qui fera ça. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on connaît la dépense, mais le chiffre d'affaires, on ne le connaît pas. Par contre, l'impact sur l'image, lui, il est plutôt positif. J'ai des amis qui n'ont pas de site et leur développement d'entreprise est comme le mien. On peut très bien avoir une entreprise de vente au détail dans mon domaine sans avoir de site. Alors, j'aurais envie de dire, le digital, oui, mais soyons très vigilants dans les coûts qu'on va mettre. Alors, j'aimerais encore aborder, avant de conclure déjà cette émission, parce que le temps passe très vite, deux thématiques. Déjà, la réponse que vous souhaitez apporter contre, entre guillemets, ou en tout cas différente d'Internet et du e-commerce, c'est le recrutement et c'est le personnel. Vous l'avez largement dit, vous avez dit on vient chez vous pour du conseil, pour du personnel disponible pour ses clients. Comment on recrute du personnel quand on s'appelle Au Jardin des Plantes ? C'est quoi le critère ? Est-ce qu'on préfère avoir un beau CV avec la belle formation, ou est-ce qu'on va plutôt prendre quelqu'un qui a de la motivation, ou les deux ? Non, non plus. Non. Chez nous, on va embaucher des gens qui ont un BTS en production horticole et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté. On peut pas se permettre au Jardin des Plantes d'embaucher des gens qui s'y connaissent rien, Jérôme. Des jeunes diplômés ? Non plus. C'est pas possible. Les gens attendent de nous de l'expérience. Donc ça veut dire des personnes qui ont déjà de l'expérience professionnelle, qui ont déjà travaillé, peut-être qui se reconvertissent, c'est-à-dire... Jérôme, tu m'as cru là ? Non, je sais pas, je pose la question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plus que 2 écoles d'horticulture en Savoie. Il y avait des BTS, il y avait des bacs pro, il y avait la branche maraîchage, horticulture, paysage. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Il n'y a plus qu'un bac pro 4 branches où on va apprendre 4 métiers. Il sort tous les ans 26 personnes. Nos dernières recrues,
c'est une personne qui était aux remontées mécaniques au Revard, qui vendait des forfaits. J'ai Perrine également, qui était au télésiège à la FECLA. J'ai Émilie, qui a fait l'école Perfit en esthétique. J'ai Lohan, qui est en STAPS. Des profils très variés, en fait. Tout à l'heure, c'était une boutade. On va embaucher des savoir-être. Des gens qui ont envie, des gens qui sont motivés, des gens qui veulent... Qui sont en quête de sens. Et qui se disent, d'abord, pour vivre, il faut un travail. Et autant faire un travail qui est chouette, vaut mieux être dans un magasin lumineux avec des plantes. Et en fait, en 15 jours, on est capable de former les gens. En 15 jours. En 15 jours, on les forme, on va en production, on fait le tour des plantes, on explique pour qu'une plante vive, il faut de la lumière, il faut de l'eau, il lui faut un bon terreau, et qu'un géranium simple, ça a 5 pétales, qu'un géranium double, on voit bien, ça, il y a 10 pétales, qu'un géranium lierre, il retombe, et qu'un géranium droit, il retombe pas, eh bien, on va embaucher des savoir-être. Et ça, c'est fondamental. Et est-ce qu'on peut parler salaire? Parce que on a vu les restaurateurs qui avaient des difficultés à recruter parce que il y avait des conditions de travail un peu pénibles et ils disaient en face, je suis un peu payé avec je cite, un lance-pierre. Est-ce que dans une jardinerie, est-ce que vous avez une politique de rémunération qui fait que aujourd'hui, vous arrivez à recruter des talents? Et j'ai envie de dire, est-ce que ça a été le cas comme dans d'autres professions? C'est-à-dire que le rapport de force s'est un peu inversé. C'est-à-dire qu'avant, l'employeur, il imposait ses conditions et on en restait là si c'était compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle recrue, elle dit, moi, je veux bien venir chez vous, mais par contre, attends. Est-ce qu'il y a ça aujourd'hui? Il y a une réelle difficulté à trouver des équipiers. C'est pour ça qu'on prend des gens qui n'ont pas forcément les compétences. Alors, on est très vigilant. Malgré tout, on ne peut pas embaucher des personnes qui auraient des compétences à un salaire plus élevé que des gens qui sont là depuis 20 ans. Là, on casse la baraque. Donc, il y a une échelle de salaire à respecter. On respecte. Il y a des postes, il y a une échelle, on est très vigilant. Mais par rapport à vos concurrents? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que dans ma serre à géranium, là, ils sont 10. Moi, mes confrères, dans leur serre à géranium, ils sont 3. On amène... Moi, je crois beaucoup au respect des clients, de leur apporter ce qu'on est en mesure de leur apporter, du conseil et le respect des équipiers avec une décence à tout niveau et le salaire. Moi, j'ai mis en place l'intéressement au bénéfice il y a plus de 20 ans. Et cette année, la plupart auront entre 1 mois et demi et 2 mois de salaire en plus avec la mise en place de l'intéressement. D'accord. Ça, c'est le respect des collaborateurs. Une dernière question dans cette émission. Les prochains investissements que vous avez prévus, il y en a à court, moyen terme? En quelques mots. Alors, depuis 1998, j'ai déposé 14 permis de construire. 14 permis de construire. Des agrandissements de production, des rayons, etc. Là, on va faire des investissements liés à l'économie d'énergie. Là, je suis en train d'équiper de 800 mètres carrés de panneaux photovoltaïques pour plus de 100 kilowatts, en complément des 50 kilos que j'avais. Il y a une nouvelle loi qui est passée qui va nous obliger à mettre des ombrières photovoltaïques sur plus de 50% des parkings. Et mon parking étant assez vaste, je vais préparer l'enveloppe pour passer à cette obligation. Eh bien, de beaux projets en perspective, Laurent Gonnet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Grand Lac dans l'émission L'économie autrement. Et puis, on vous souhaite bonne continuation dans la saison estivale qui s'annonce au Jardin des Plantes à Vauglan. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission économique. À bientôt. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.